Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Salut la matrescence, aujourd'hui c'est le 301e épisode, je trouve que ça se fête, ça se célèbre. Alors moi je vais ouvrir une bouteille de kombucha ou peut-être de jus de citron ou de limonade. En tout cas je ne bois pas d'alcool depuis des années donc je célèbre différemment. Mais j'avais envie de marquer le coup et de vous en parler parce que ça fait un peu plus de 7 ans maintenant. Vous êtes peut-être là depuis le début, je sais qu'il y en a qui m'écrivent encore et qui écoutent depuis 2019 donc merci infiniment vraiment. Vous êtes incroyables, vous m'avez découvert au tout début. Il y en a d'autres qui sont arrivés au fil de l'eau et j'avais envie de vous dire bienvenue. De vous dire merci d'avoir rejoint l'aventure de la matrescence, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps en tant que parent pour comprendre et écouter des experts et des expertes, ou moi de temps en temps quand je parle en solo, pour voir votre parentalité différemment. Donc merci et bienvenue dans la matrescence. Je vous accueille à bras ouverts. On est en 2026 et les choses vont être incroyables cette année, j'en suis sûre. Alors, le thème, il est assez intense aujourd'hui, je dois le reconnaître. C'était pas simple de l'écrire, sincèrement. Ça m'a fait un petit peu faire une introspection. C'était une petite séance de thérapie aujourd'hui pour moi, mais je crois que ça va être un épisode très utile. Donc, 3 fois où j'ai été un parent toxique. Cet épisode, il est pour vous si vous avez la sensation, en tout cas de ressentir de la culpabilité de ne pas être un parent parfait. Je sais à quel point ça peut être difficile de se voir avoir des comportements qui ne sont pas en accord avec nos propres valeurs. Je le vis comme vous au quotidien et c'est pas toujours évident malheureusement. Le tout c'est d'accepter, je crois, et de faire mieux à chaque fois quand c'est possible, évidemment. Alors, j'ai écrit 3 fois dans le titre, mais ça aurait pu être 100 fois. En fait, la réalité, c'est que ce sont souvent les mêmes schémas qui se répètent, mais qui prennent une forme différente à chaque fois. Alors, je pense qu'on est toutes et tous, une fois, dans notre parentalité, un parent toxique. En revanche, j'ai quand même la sensation que notre génération fait des progrès et a de plus en plus conscience que ces façons de faire, toxiques je parle, sont néfastes. Et donc, cette génération, notre génération, elle répare et elle essaye de changer. Parce que être un parent toxique de temps en temps, c'est pas être un mauvais parent, je mets des guillemets, c'est surtout être débordé par sa gestion des émotions, parce que nous aussi on fait des tempêtes émotionnelles. Alors maintenant, j'avais envie de vous expliquer c'est quoi la toxicité, pour qu'on comprenne bien de quoi on va parler. Pour moi, la vraie toxicité, c'est produire de manière répétée des comportements qui abîment la sécurité émotionnelle de l'enfant et même son lien sans en avoir conscience, ou en tout cas sans réussir à faire autrement sur le moment. Alors ça, c'est moi, parce que j'en ai bien conscience sur le moment de ce que je fais et que ce n'est pas OK, mais en fait, j'arrive pas à faire autrement. Pour moi, un parent toxique, c'est pas pareil. C'est pas celui qui échoue, parce que tous les parents échouent à un moment ou à un autre. Heureusement, au moins on montre l'exemple à nos enfants. Un parent toxique, c'est plutôt celui qui reste coincé dans des schémas qui se répètent. Crier, humilier, invalider, contrôler, culpabiliser, sans espace pour comprendre ni réparer avec son enfant. Pour moi, la différence, elle se joue là, la capacité à revenir, à regarder, à nommer et à transformer avec notre enfant. Bon, ça, je suis dedans, c'est bon.
Ouf, je suis pas si pire, mais quand même, comme vous toutes et tous, je pense, surtout si vous écoutez cet épisode, je crois qu'il y a des moments, on est très, très toxique. Et je vous invite à partager cet épisode autour de vous parce que je pense qu'il peut aider. Dans l'épisode, je vais vous expliquer, moi, 3 manières où j'ai 3 moments où j'ai été toxique, mais je vais vous expliquer ce que c'est en psychologie, pourquoi on fait ça et comment on peut un petit peu, changer. Voilà. Alors parfois, malgré tout l'amour, malgré toute la volonté, ce qu'on transmet à nos enfants, c'est pas ce qu'on voulait transmettre. Vous voyez? Dans les réactions qu'on a, on se dit qu'on devrait être parfait, ça devrait être autrement et on n'y arrive pas, mais c'est OK, en fait. Parfois, on fait comme on peut. Mais si vous êtes parent, vous le savez, on ne contrôle pas tout, malheureusement. En gros, pour moi, on crée les règles du jeu, mais on ne peut pas savoir qui va s'en sortir gagnant dans ce grand jeu de la parentalité et de l'éducation. C'est la vie qu'on a décidé de mener, nous, les parents. Alors, la première fois où j'ai été vraiment toxique et où à chaque fois ça se répète dans ce même schéma, donc la première, c'est une grande classique chez nous les parents, c'est l'invalidation émotionnelle de notre enfant. Le nombre de fois où je me suis vue le nombre de fois où je me suis vue dire à une de mes filles: «Arrête de pleurer, c'est bon», alors qu'au quotidien, c'est tout l'inverse que je leur enseigne. En fait, quand je dis: «Arrête de pleurer», personnellement, je sais que moi, je ne supporte plus le bruit que ça génère, en fait. C'est pas vraiment leur émotion qui m'agace la plupart du temps, en tout cas sur le moment, mais c'est vraiment le bruit généré par les cris, les pleurs, le ton, l'intensité, le fait que c'est assez strident parfois. Et alors si, moi j'ai 3 filles, elles pleurent les 3 en même temps, ah là c'est le bingo. Vraiment mon système nerveux, il est parfois, en surcharge et ça arrive évidemment assez régulièrement qu'elles pleurent les 3. Il suffit qu'elles se soient disputées, donc forcément les 3 elles vont pleurer en même temps. Oh, et là pour moi, c'est parfois assez oppressant. C'est encore plus oppressant si je suis très fatiguée, si j'ai passé une mauvaise nuit, si je viens de me réveiller et que je suis dans le dur d'entrée. Si je ne suis pas allée marcher par exemple, si j'ai pas pris ce temps-là pour moi avant, avoir un enfant qui se réveille, qui est de mauvaise humeur et qui commence à pleurer, ouah, c'est difficile pour moi. Donc une des solutions que j'ai trouvées, elle est pas du tout parfaite, mais vraiment elle marche pour moi, c'est soit de mettre un casque anti-bruit, un des casques anti-bruit de mes enfants ou des bouchons d'oreilles qui sont spécialisés, pour les parents, j'en ai parlé dans un épisode. La marque c'est Earplug Loops ou Ear Loops Plug, un des 2. Et vraiment, ça c'est un game changer. Ça fait réduire, ça atténue le bruit et du coup, on est un petit peu moins activé, en tout cas pour moi qui suis vraiment activée par les bruits. Alors parfois, soyons très honnêtes, c'est aussi leurs émotions qui me débordent, hein, vraiment, ça arrive. Pour une raison très simple, c'est que je suis déjà dans l'anticipation du temps que ça va me prendre, de la gestion de leurs émotions, de leurs pleurs et le retour au calme, le temps que ça va me prendre. Et très souvent, là, je le sais, j'ai pas la bande passante. Je l'ai plus, la bande passante pour me dire: «C'est pas grave, on a le temps, tranquille. Je vais prendre le temps de t'aider à redescendre». Parce que si moi je suis sous stress, parce que par exemple, je suis en retard dans mon planning, genre le matin avant de partir à l'école, ça c'était très vrai les 3 dernières années avant que vraiment je me plonge dans la gestion du temps et que j'applique tout ce que je dis dans la formation, «Le temps, votre meilleur pote». Ça, si j'étais avant quand j'étais sous stress, à ce moment-là par les matinées, clairement je galérais à me réguler correctement pour les aider elles-mêmes à se réguler. Parce que c'est nous évidemment qui pouvons faire ça pour les aider. Et je crois aussi que parfois ça venait toucher, à mon sentiment d'impuissance et franchement je déteste ça. Se sentir impuissant dans sa parentalité, c'est quelque chose qui déclenche en moi un sentiment d'exaspération qui n'a rien à voir avec elle d'ailleurs, qui est vraiment, cette sensation de me dire: «Je suis pas un bon parent en fait, quand je me sens impuissant». Mais ça c'est moi, hein, mon vécu, mes traumas, ce que ça déclenche. Je déteste ne pas savoir, ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une crise, pourquoi mon enfant pleure à ce moment-là, ce que je peux faire pour l'aider, ne pas avoir les clés vraiment pour moi, c'est très difficile. Je sais que j'en parle souvent en thérapie avec ma psy et elle me fait gentiment comprendre assez souvent que parfois, en fait, on peut pas tout comprendre et tout maîtriser et qu'il faut apprendre à lâcher du lest sur ça et que du coup, si j'étais dans cet état d'esprit la plupart du temps, comme n'importe quel moine bouddhiste par exemple, qui n'a pas affaire à un enfant de 3 ans qui a une crise parce que sa chaussette violette, ne va pas avec sa chaussette bleue. Bref, elle me fait comprendre que si je lâchais prise, forcément je serais moins déclenchée, je serais moins,
dans le dur quand mes enfants pleurent dans des moments de tension ou de stress. Parce que je dirais: «Bah, c'est pas grave, je suis là, tranquille, j'ai pas compris ce que tu veux, mais je vais t'aider, je vais prendre le temps». Bon, bah, la plupart du temps, quand je comprends pas ce qui se passe, c'est très, très dur pour moi. Quand je comprends ce qui se passe, c'est le bruit qui est dur, vous voyez? Bon, on n'est pas tout à fait gagnant tout le temps. Je vais vous donner un exemple de situation très précise pour que vous compreniez un petit peu, ce que c'est, cette négation émotionnelle qu'on peut avoir là avec, nos enfants, parce que ça m'est déjà arrivé très souvent et c'est une situation qui m'a marquée. C'était il y a 3 ans maintenant. Le matin, avant de partir à l'école, comme par hasard, la nuit avait été horrible, vraiment, très mauvaise. On s'était toutes levées en retard avec mes enfants, j'étais seule à les gérer. J'étais sous pression et je n'avais rien anticipé en amont. Quand je vous dis que vraiment ma formation, elle m'a énormément aidée parce que ça m'a aidée à aller comprendre tout ce qu'il fallait mettre en place pour ne pas arriver dans ces situations d'entonnoir horribles où je maîtrisais plus rien. C'est parti de mon besoin parce que j'étais en galère mais totale. Grosse désorganisation de mon côté, mais bah, je suis TDAH donc forcément. Bref, là j'étais vraiment dans la situation où rien n'était anticipé en amont. Et donc c'était le bordel, forcément. Imaginez 3 enfants d'à peu près 1 an, 2 ans et demi, 5 ans et demi, pas habillés, 10 minutes avant de partir pour l'école, avec 0 couche de changer, parce qu'à l'époque j'avais des couches à changer. Et donc vous avez un petit peu le mood de la situation et moi qui me laisse complètement débordée. Alors évidemment, qu'est-ce que je fais? Bah, je crie à un moment donné parce que 0 capacité de me réguler en voyant l'heure tourner et là, ma grande se met à pleurer, évidemment. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis: «Arrête de pleurer, c'est bon, j'en ai marre, allez, on avance là, on j'ai pas le temps de ça». Je me déteste, hein, en disant ça, mais voilà, c'était la réaction que j'ai eue sur le moment. On était sur le trottoir. Je me souviens très bien de l'endroit, de la luminosité, de la situation où on était. J'avais mes 2 petites sur le vélo et elle à pied à côté de moi. Et là, elle me dit: «Tu pas le droit de me crier dessus et t'as pas le droit de me dire d'arrêter de pleurer». Tu dis tout le temps qu'on a le droit de pleurer, c'est pas juste ce que tu fais. Oh, et là, mais bam, dans ta face, tu te prends toutes tes incohérences en 3 phrases de ton enfant et je peux vous dire que c'est intense, hein. Je suis redescendue, mais direct. Et en vrai, c'est grâce à elle que je me suis calmée parce qu'elle n'a pas eu peur de me dire les choses et ça, je suis tellement contente qu'elle n'ait pas eu peur. Elle n'a pas eu peur de me dire que je déconnais complètement. Alors je me suis évidemment excusée. Je lui ai dit qu'elle avait raison et donc que, ce que je lui inculquais au quotidien, bah, là, j'étais pas en train de le faire et je lui ai dit, en étant d'ailleurs un peu cassée, en disant: «Oui, je sais, tu as raison, j'ai pas le droit de te dire ça, je sais, tu as le droit de pleurer, je sais». C'était le temps que mon cerveau processe le fait que et mon système nerveux, que j'étais pas du tout alignée avec mes valeurs et c'était pas simple, hein, parce qu'il me restait, 200 m pour marcher jusqu'à l'école et redescendre et faire en sorte qu'elle ne parte pas à l'école avec cette charge émotionnelle, même si évidemment elle est partie avec ça, mais j'ai eu le temps de réparer avant qu'on arrive, à l'école. Donc voilà, vous voyez, on leur inculque des valeurs et nous, tranquille, on les piétine sans souci et heureusement, cette génération, celle de nos enfants, elle a compris qu'elle avait le droit de nous rappeler à l'ordre, de nous remettre en place. Mais ça n'empêche pas que ce jour-là, bah, j'ai été une bonne mère bien toxique. Donc ça, c'était la première chose pour moi. Et ce schéma-là, bah, il s'est répété dans plein d'autres situations, hein, mais je l'ai assez bien identifié. Le deuxième point, le deuxième moment où je peux être une mère toxique, c'est quand, il y a la culpabilité inversée. Alors celle-là, elle est costaude et franchement, je me déteste quand je fais ça. Alors c'est quoi exactement la culpabilité inversée? Ben, la culpabilité inversée, ça consiste à faire porter à l'enfant le poids émotionnel du parent. On appelle ça en fait un peu la parentification, si vous connaissez ce terme. En fait, le mouvement, il est assez simple. En tant que parent, on ressent une frustration, une bonne fatigue, et ça arrive souvent, ou une impuissance, et au lieu de la contenir et de la traiter, donc de gérer notre tempête émotionnelle, on fait quoi? Bah, on la déplace sur notre enfant, c'est tellement plus simple. Ça donne des phrases du type: «Tu me rends folle», «Tu me fais de la peine», «À cause de toi, je suis épuisée», «Après tout ce que j'ai fait pour toi». Ça, elle est très classique dans les générations précédentes. J'avoue que celle-là, je l'ai jamais prononcée, mais j'en ai dit quelques-unes au-dessus. Et en fait, le message implicite qu'on leur transmet, en vrai, il est assez brutal. C'est: «Tu es responsable de mon état interne en tant que parent», et on le rappelle, l'enfant n'a aucun pouvoir réel sur l'état émotionnel de l'adulte. Non, c'est nous, en fait, qui sommes en charge.
Mais lui, il va intégrer qu'il en est responsable. Et en fait, là, il y a une inversion des rôles qui est pas très bonne. Le parent devient dépendant émotionnellement de son enfant et l'enfant devient le régulateur. Et donc, c'est ce qu'on appelle une forme de parentification émotionnelle, où on a inversé la hiérarchie. Et moi, je vais vous donner un exemple concret dans ma situation qui m'est arrivé beaucoup plus de fois que je ne voudrais l'admettre, mais malheureusement, ça m'est arrivé. Donc en gros, après une énième nuit difficile, ma fille n'a pas bien dormi, moi non plus, et dès le matin, on est tous sous pression et la tension, elle est palpable. Je me lève énervée, agacée qu'elle se soit encore réveillée X fois et qu'en plus, elle ait l'audace, je rigole, hein, mais c'est comme ça que je le disais, je le vis à ce moment-là, d'être de mauvaise humeur. En vrai, elle est comme moi, quoi, mais elle, je ne le supporte pas qu'elle soit de mauvaise humeur, alors que moi aussi, je suis de mauvaise humeur. Et au lieu de me positionner en adulte régulateur, je vais me positionner en adulte accusateur. Parce que c'est tellement plus simple de faire ça. Je lui dis quoi? Je lui dis que si je suis énervée, bah c'est de sa faute. Que je n'en peux plus, qu'elle ne dorme plus, et que si elle ne m'avait pas réveillée, je sais plus, peut-être 5 fois, bah là, je serais gentille. Vous voyez un petit peu le type de phrase que je sortais? À quel point c'est, immature émotionnellement, c'est toxique à bloc de faire ça, parce que tout est déplacé sur sa responsabilité. En gros, elle est responsable de mon état intérieur. C'est grosso modo le même scénario un nombre de fois incalculable à la maison que j'ai vécu et que j'avoue, dont je ne suis pas fière du tout pour une raison simple, parce que j'ai rarement réparé dans ces moments-là. J'étais tellement fatiguée, tellement épuisée que la fatigue, elle emportait tout sur son passage. Et franchement, c'est dur parce que autant dans la première façon d'être toxique, où je dis arrête de pleurer, je sais très bien que dans la seconde d'après, je dis non, c'est pas vrai, t'as le droit de pleurer, c'est pas grave. Là, sur la fatigue, sur le fait que je n'arrivais plus à me reposer, que j'étais mais à bout du bout, d'ailleurs j'ai fait des épisodes dessus, j'étais incapable de prendre la responsabilité que c'était moi qui devait me gérer en fait et que c'était pas elle. Donc ça, c'est ma façon à moi d'inverser la culpabilité au lieu de reconnaître que c'est dur pour moi aussi et de voir que la plus fragile, la plus vulnérable dans cette situation de nous deux, c'est elle, c'est pas moi. Alors pourquoi on fait ça? Ça, c'est une bonne question déjà. C'est pas vraiment une stratégie consciente quand on fait ça. C'est souvent, bon vous allez comprendre, un manque de régulation émotionnelle, évidemment, une surcharge mentale chronique, dont je parle beaucoup dans la formation Le temps, votre meilleur pote. C'est aussi un modèle éducatif hérité de nos parents, de nos grands-parents ou des générations précédentes, hein. On aime bien utiliser la culpabilisation comme outil. Et c'est aussi une confusion entre autorité et contrôle émotionnel. Quand les ressources sont basses, qu'est-ce que fait le cerveau? Il cherche une sortie rapide. Et la culpabilisation, ça nous donne une illusion d'efficacité immédiate. C'est imparable. Sauf que sur le long terme, c'est une mauvaise stratégie, hein, je l'ai appliquée, vous aussi sûrement. Vous avez compris que ça coupe un peu le lien, ça stresse nos enfants, ça leur donne une charge qui ne leur appartient pas. Et franchement, si on peut éviter de le faire au quotidien, c'est mieux pour tout le monde. Donc ça, c'était les 2 premières façons que j'ai d'être toxique. La troisième, c'est celle de l'incohérence émotionnelle. Alors celui-là, il a aussi à voir avec, la pose de limites et le cadre. Et pour nous parents, je m'inclus dedans, hein, avec un attachement anxieux, si c'est pas votre cas, surtout si vous êtes sécure, vraiment je vous envie. Ça peut vraiment être challengeant et difficile pour nous de poser des limites parce que, on aime faire plaisir, on aime dire oui, on aime être sûr qu'on obtient de l'amour en retour, donc en faisant des choses pour les gens. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'incohérence émotionnelle, c'est l'imprévisibilité du parent. Et nos enfants sont des radars à incohérence. Et ils sentent avant même, moi je trouve que ça sorte de notre bouche, notre incohérence. Donc par exemple, un même comportement de l'enfant, vous allez vite le comprendre et vous le savez, hein, ça produit pas la même réponse. Je suis sûre que vous imaginez déjà la situation dans laquelle vous êtes déjà retrouvé, où vous vous êtes dit «Ah, là je suis pas très cohérente ou cohérent». Un jour, en gros, c'est toléré, un jour, c'est sanctionné, un jour, c'est ignoré ou un jour, c'est explosif. Bon, là, je tire le trait assez fort, mais on oscille parfois entre l'un ou l'autre dans nos comportements. Et donc, le problème, c'est pas l'erreur ponctuelle hein, dans notre parentalité de notre part. Le problème, c'est plutôt l'absence de ligne stable, parce que notre enfant, il sait pas
vers où aller, il sait pas comment ça va se passer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas la logique et en même temps, il y en a pas puisque nous non plus, on n'est pas très logique et donc il peut pas anticiper ce qui va se passer. Notre enfant, il ne sait pas, pardon, si ce qui est autorisé, ce qui va déclencher une réaction et dans quel état il va trouver son parent. Et donc, il peut développer un peu une hypervigilance, scanner en permanence les signaux faibles pour éviter l'explosion. Alors j'avoue, chez moi, c'était parfois un peu ça quand j'étais petite, donc je vois très bien ce que ça provoque. Et c'est cette scène chez moi, dans ma famille actuelle, qui m'a donné l'envie d'écrire cet épisode. En fait, j'étais dans un moment de mon cycle, je donne le contexte, qui me transforme parfois en furie, ou en tout cas, où ma patience, elle est très, très, très limitée. Je sais que j'étais épuisée, que mon mari était en déplacement, donc j'étais seule à les gérer. À ce stade de l'épisode, pour la troisième façon d'être toxique, vous avez remarqué que mon talon d'Achille, c'est clairement quand je suis seule avec mes enfants. Tout est plus dur à gérer pour moi, vraiment tout, tout, tout. Bref, je vois ma fille taper une autre de mes filles, ne pas écouter du tout les consignes, refuser de s'excuser et monter en agressivité. Et là, ça me fait dégoupiller. Vraiment, je me souviens de cette scène, de me sentir hors de moi, d'être tellement activée de ne pas comprendre ce qui m'arrive. Et je fais quelque chose que je ne voudrais jamais refaire et que j'ai fait plusieurs fois et vraiment que je déteste. Je l'attrape par le bras de manière assez brutale et je l'emmène ailleurs pour l'écarter de sa sœur alors qu'elle était en train de la taper. Je l'emmène vers la salle de bain en lui hurlant dessus. Et là, il se passe un truc un peu ouf. J'ai mon autre fille qui me suit jusqu'à la salle de bain parce que je me rends compte après. Elle a peur pour sa petite sœur, pour sa sœur, que ça aille trop loin. Et ça m'a fendu le cœur de le capter. Et là, elle m'a dit une phrase qui me restera à vie. Je l'ai même écrite dans mon téléphone pour me dire, faut pas que j'oublie parce qu'il faut que je capte ce moment. Elle m'a dit, arrête maman, ça sert à rien ce que tu fais, tu ne montres pas l'exemple. Boum! Et évidemment que j'étais en train de faire tout l'inverse de ce que je dis en permanence, de ce que je prône dans ce podcast. Je leur dis en permanence, personne ne peut vous faire du mal. Personne n'a le droit de vous faire du mal. Personne ne peut mal vous parler comme je l'étais en train de leur parler. Et en fait, elle m'a touchée en plein cœur ce jour-là. J'ai été très, très activée. Donc, je suis sortie de la pièce en laissant ma fille pleurer, celle que j'avais attrapée fort, en laissant mon autre fille qui était venue me remettre à ma place pour me réguler. En fait, je suis sortie de la pièce pour me dire, là, il y a trop d'infos, il faut que j'aille me réguler. Encore une fois, ce jour-là, c'est ma fille qui m'a fait redescendre et c'est pas du tout son rôle normalement. Je devrais pouvoir redescendre toute seule ou ne pas juste partir aussi haut. Alors je suis revenue quelques secondes après pour m'excuser, pour reprendre la situation, faire des câlins et expliquer. Et je crois que je me suis mise à pleurer ce jour-là parce que j'étais désolée de leur faire vivre ça. Vraiment, je voyais à quel point ça n'allait pas. Pour moi, c'était totalement incohérent face à l'éducation que je leur donne en fait. La plupart du temps, quand elles se chamaillent, elles se disputent, je gère bien. J'ai bien retenu les conseils d'Héloïse Junier, sur l'épisode, des fratries, comment intervenir, sans majorer la situation. Donc franchement, la plupart du temps, si je suis calme et que j'ai bien dormi, ça va. D'habitude, je reprends avec elle, je m'ajuste et je ne pète pas les plombs comme j'ai pété les plombs là. Mais ce jour-là, impossible de lâcher. J'ai été aussi, en fait, dans une lutte de pouvoir avec elle. De me dire, il faut qu'elle écoute ce que je dis, il faut qu'elle redescende, il faut qu'elle arrête de faire ça et en fait, elle était elle-même juste activée et j'ai pas su la faire redescendre. Et en gros, ce jour-là, j'étais pas cohérente. J'étais dans un état émotionnel chargé et je n'ai pas du tout pris soin du lien entre mes enfants et j'ai extériorisé ma frustration et mon incapacité à bien gérer sur elle. Donc ça, c'était un exemple assez fort, mais il y a surtout plein de fois où je me rends compte qu'on a posé un cadre, mais qu'en vrai, par facilité, on le respecte pas vraiment et les règles, elles changent en permanence. Typiquement avec les écrans, vraiment là, bingo chez nous. Alors c'est simple, la règle pour les écrans chez nous, c'est simple. Pas les jours d'école, sauf le vendredi parce qu'on fait un plateau repas, c'est notre tradition. Elles ont le droit le mercredi matin avec les grands-parents, si c'est les grands-parents qui les gardent. Et autorisé samedi matin et dimanche matin si on a le temps et qu'on est tranquille. Mais si on a des activités à faire, évidemment, ça saute. Donc, on a notre vendredi soir qui est un rituel que les filles adorent. Et ça, elles ne manquent pas de nous le rappeler.
Sauf qu'il y a une période où nos filles ont beaucoup, beaucoup insisté pour en avoir plus et c'était des batailles tout le temps et où on a cédé bien plus souvent, parce que c'était l'hiver déjà, donc il y a moins de facilité à aller à l'extérieur, parce que la fatigue est là, parce qu'on était désorganisés, parce qu'il faut faire les courses, il faut faire à manger et que, on n'avait pas envie de dire non et que c'était la facilité de dire non. Et donc ça a commencé à créer de grosses tensions. Déjà parce qu'avec mon mari, on n'était pas d'accord sur la règle et nos filles nous ont fait justement des rappels à l'ordre en nous disant: «Mais pourquoi là tu dit oui, hier et aujourd'hui on n'a pas le droit ce soir? Je comprends pas. T'as dit oui hier donc aujourd'hui j'ai le droit». Et là, tu as l'air bien con, hein, parce que en fait, tu ne sais pas vraiment expliquer pourquoi hier tu as dit oui et pourquoi aujourd'hui, tu vas dire non. C'est beaucoup plus dur de tenir ta limite quand, c'est freestyle. Vraiment, c'est beaucoup plus dur d'être ferme sur la règle quand tu as ouvert un peu la brèche. Et donc on se retrouvait à leur dire que c'était de leur faute parce qu'elles demandaient trop et qu'elles ne savaient pas vraiment, s'arrêter. Donc on mettait sur leurs épaules le fait que quand on disait stop, ça partait en crise. Bref, il y a rien qui allait, hein, on adore, voilà, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a reposé le cadre et depuis, c'est vraiment plus fluide et efficace. En conclusion, être toxique quand c'est pas un schéma de parentalité, ça arrive à tout le monde, vraiment. J'en suis sûre et certaine. J'essaie de me rassurer, mais j'en suis sûre et certaine. Et je crois que c'est très certainement lié à des circonstances de dérégulation et un petit peu au patriarcat quand même, je voudrais le dire. Parce que quand la fatigue prend le dessus sur la présence, forcément, hein, on ne peut pas être régulé un bon parent. On est dérégulé quand, c'est notre stress qui déborde sur la relation, quand notre histoire personnelle parle plus fort que la situation réelle, genre nos schémas hérités de nos parents, grands-parents ou de la société tout court. C'est aussi quand notre enfant intérieur, là, il crie à l'aide parce que nous, on n'avait pas été respectés dans cette situation et qu'on ne sait pas le gérer avec notre enfant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas ce que vous êtes dans votre entièreté. Oui, parfois vous êtes toxique. Oui, parfois vous faites mal les choses, comme moi. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Surtout si vous écoutez cet épisode, parce que ça veut dire que vous cherchez des solutions. On est toxique quand on se remet pas en question, quand on répète des schémas à outrance, quand on pense que c'est la seule manière de fonctionner. Et je crois pas que ce soit ça pour vous. Et j'ai envie de vous le dire, bravo pour ce que vous faites. Parce que peut-être qu'on vous le dit pas assez et que de l'entendre de ma part, ça peut vous faire du bien, même si je ne vous connais pas. Et en fait, c'est aussi ce qui se passe quand nos ressources, elles sont dépassées, qu'on n'a pas pris soin de nous, qu'on n'a pas pris du temps pour nous, qu'on n'a pas été écouté, quand potentiellement on est dans une relation de couple qui est déséquilibrée, quand peut-être on est parents célibataires et parents solo, donc forcément, on l'est beaucoup plus parce que la charge, elle est immense. Quand on vit dans une société patriarcale qui maltraite les parents parce qu'il n'y a plus le village, parce qu'il n'y a plus le temps de rien, parce qu'on est tout le temps un peu pressé comme des citrons, forcément, on va plus avoir des comportements toxiques, d'autant plus quand on est encouragé par un petit peu les médias ou, si je puis dire, la classe politique qui voit ça, l'éducation en tout cas respectueuse de choses woke, si je peux le dire comme ça. Bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut être un parent toxique à un moment donné. Je crois que le plus important déjà, c'est d'identifier et de se dire que on peut changer, on peut réparer. Et moi, si un jour mes filles, elles viennent me dire plus tard: «Maman, c'était horrible quand tu faisais ça, c'était pas bien», la réaction que j'aurai, c'est pas de dire, n'importe quoi, je faisais comme je pouvais, ça va avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein. Ça sera de dire: «Bah oui, tu as raison. J'étais dépassée et j'aurais pas dû, répercuter les choses sur toi et j'en suis vraiment désolée et tu as dû souffrir». Voilà, c'est ça que je ferai, je le sais et j'espère être de moins en moins toxique. Je dors beaucoup mieux, donc vraiment mes réactions sont beaucoup moins intenses. J'ai toujours mon problème des 10 jours avant mes règles où vraiment tout m'oppresse et tout est dur. Dans ce cas-là, faut mieux que mon mari ne parte pas en déplacement, comme ça je peux le faire en sorte que lui soit plus présent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous vous êtes senti moins seul. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Peut-être que ça peut aider des parents à déculpabiliser et à se dire que on peut changer nos comportements, on peut trouver des solutions, on peut mieux faire et que prendre conscience aussi de ces schémas dans lesquels on est rentré, c'est déjà un grand pas. Bravo à vous. J'ai hâte que vous écoutiez les épisodes qui vont arriver et qu'on continue ce chemin ensemble. Merci, prenez soin de vous. Je le dis avec beaucoup d'intention encore plus dans cet épisode. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire
de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncle, tante, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.